Maître Amadou Ali Kane. Merci bien, Chérif Diop. Il est avocat, il est également défenseur des droits de l'homme. Bonsoir, Maître, et merci d'être là. Bonsoir Aram, bonsoir Pape Djibril Fall et bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. D'abord, un mot sur le rappel à Dieu de l'ancien ministre de l'Intérieur Souad, Cheikh Sadibou Fall. Oui, vous l'avez côtoyé? Oui, je l'ai côtoyé. C'est un homme formidable. C'était d'abord un expert judiciaire. Donc il était une personnalité du monde judiciaire. Je crois qu'il a même travaillé avec Fembaye Jacques Diop dans le même cabinet. Ensuite, c'était un grand militant de la démocratie, parce qu'il était membre du PDS d'avant l'alternance. Donc, il fait partie de ceux qui se sont battus pour réaliser cette alternance, donc pour faire progresser la démocratie. Et ensuite, il a exercé d'éminentes charges. Il a servi l'État en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que ministre, je crois, de Pêche. Il a été également maire du Point-E. Et je l'ai connu à une époque, évidemment, où il n'était pas tout ça. Parce que son jeune frère, qui est également décédé aujourd'hui, paix à son âme, Abdelkader Pierre Fall, qui lui aussi était ambassadeur, comme lui, alors était un ami. Donc on fréquentait sa maison familiale au Point-E. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais ce soir m'incliner devant sa mémoire et devant la mémoire également des éminentes personnalités dont le décès a été annoncé, comme Mme Mariam Ndiaye, qui a été ministre sous le gouvernement de Wade, avec Idriss Seck comme Premier ministre, et l'homme de culture, le metteur en scène, Jean-Pierre Leurs. Ce soir donc, je voudrais exprimer vraiment toute mon émotion et m'incliner devant la mémoire de cette personne. Merci. Et je pense que c'est ce que je peux dire sur ces questions. Merci. Un autre fait qui est au devant de la scène, c'est la mise en vente des appartements de Abdou Khalil Bibo Bourgi. Aujourd'hui, il y a son avocat, Maître Corinne Dreyfus, qui a sorti une note pour mettre en garde les potentiels acquéreurs. J'ai envie de dire aujourd'hui, est-ce que l'État est dans la légalité en procédant à cette mise en vente? Je voudrais faire un petit rappel. Le 25 mars 2015, le jour où la décision qui a condamné Karim Wade, Bibo Bourgi et les autres a été rendue, j'étais ici même, dans cette salle, dans un plateau spécial qui avait été organisé ici. Et j'étais là en tant que militant des droits de l'homme. Et comme vous le savez, je suis de l'ARDO. Et nous, de tout temps, on s'était prononcé contre la CREI. Nous avons considéré comme étant une juridiction hors norme. Une juridiction qui n'était pas respectueuse des principes du procès équitable. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas étonnés que les décisions rendues par la CREI soient contestées sur le plan international. Si vous avez remarqué, toutes les procédures initiées dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite, contre Karim Wade et compagnie, ont été gagnées par l'État du Sénégal, ici en interne. Mais en même temps aussi, sur le plan international, toutes ces procédures ont été perdues par l'État du Sénégal. Simplement parce qu'il n'y a pas eu une mise à jour de cette juridiction. Puisque, par exemple, pour prendre un seul point, elle ne respectait pas le droit au recours. Et ça, c'est un problème sur le plan international. Personne ne peut comprendre une juridiction qui rend une décision que personne ne peut contester. Le tribunal arbitral international a rendu certes une décision contre l'État du Sénégal, mais est-ce que l'État est aujourd'hui lié par un quelconque texte pour pouvoir appliquer cette décision-là? Mais si l'État est parti au tribunal arbitral, c'est parce qu'il est parti donc, au mécanisme qui crée ce tribunal arbitral. Vous savez que le droit international public repose sur ce qu'on appelle le principe du consensualisme. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcer un État à faire quelque chose. Il faut qu'il consente à le faire. On ne peut pas le lier d'office à une convention ou à une norme. C'est lui-même qui décide de se lier. À partir du moment où il décide de se lier, il doit respecter toutes les obligations qui découlent. Est-ce que c'est des décisions exécutoires? Mais bien entendu, ce sont des décisions qui s'imposent à l'État. Donc, si s'imposent à l'État, l'État est tenu de les respecter. Est-ce que la CREI demandait la confiscation de ces biens de Bibo Bourgi? Mais bien sûr, bien sûr. La CREI les a condamnés à de fortes sommes. Si je ne m'abuse, c'était à 138 milliards, des choses comme ça. 6 ans de prison.
Et puis évidemment, quand on condamne sur le fondement de cette CREI, évidemment, il y a aussi le mécanisme de la contestation. Il y a une peine accessoire qui est la confiscation. Mais la confiscation, ce n'est pas de tous les biens. Si la personne est mariée, il y a quand même un certain nombre de règles dans le code de procédure pénale qui organisent aussi la confiscation. Mais au-delà de Bibou Bourgi aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas bien aujourd'hui de s'arrêter un peu sur la CREI et de l'évaluer? Mais c'est ma position personnelle. Moi, je considère qu'il faut aujourd'hui évaluer ce qui a été fait. Il y a un travail qui a été fait en interne et on a vu que ce travail a été critiqué sur le plan international. Toutes les décisions qui ont été rendues par la CREI en interne ont été balayées sur le plan international. Cela pose un problème. Même sur le plan national aujourd'hui, par rapport aux effets qui ont été escomptés, parce qu'à un moment donné, quand on enclenchait les poursuites, on disait que des centaines, voire des milliers de milliards ont été détournés. Il y en a même qui avaient avancé le chiffre faramineux de 4 000 milliards qui ont été détournés. Et beaucoup de moyens aussi ont été mis pour traquer ces biens-là. À l'arrivée, c'est quoi le résultat? L'opportunité de poursuite. Le chiffre a été revu en baisse. Je veux dire, le chiffre a été revu en baisse. Mais oui, mais je pense que vous avez raison. Vous avez raison. Il y a plusieurs motifs de revoir, d'évaluer le travail de la CREI. Il y a ça, c'est ce que vous voulez dire. On a perdu peut-être plus d'argent qu'on en a gagné avec cette CREI. Avec toutes les missions à l'étranger, les investigations, et puis le peu de choses qui ont été retrouvées. Bon, je passe sur d'autres points. Entre-temps, il y avait une liste de 25 personnes qui avait été effectuée par le procureur spécial Alioune Ndao. Maintenant, beaucoup de ces personnes-là sont du côté de la majorité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cet exercice sera facile? Bon, moi je pense qu'il faut d'abord légiférer en dehors de la politique. C'est-à-dire qu'il faut, en matière de justice, il y a des questions qui doivent être sorties de la politique, qu'on ne doit pas confondre avec la politique. Est-ce que vous soupçonnez l'immixtion de la politique dans cette affaire? Mais si. Oui, la politique dans cette affaire. Mais il y avait une liste de 25 personnes. Oui. Mais dans cette liste, on sait que finalement, il y a peut-être une personne ou deux personnalités qui ont été condamnées, qui ont été poursuivies. En dehors de M. Karim Wade, qui a exercé des responsabilités publiques. Peut-être c'est Taïbou Ndiaye, M. Taïbou Ndiaye. Bon, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'il y a eu une forte volonté politique qui a été à la base donc, de la réactivation de la crise. C'était quoi? Et cette volonté politique, on a annoncé la volonté de nettoyer les écuries de GES. Mais est-ce qu'aussi derrière ça, il n'y avait pas une volonté aussi de régler des comptes? Est-ce que c'était une reddition des comptes ou un règlement des comptes? On peut se poser la question au regard de la tournure des événements. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a assez de recul. On a vu comment les choses ont fonctionné, on a vu les résultats maigres qui ont été produits. Et il faut donc évaluer. Et évaluer, voir s'il faut continuer avec la CREI telle qu'elle existe, s'il faut la réaménager ou s'il faut créer autre chose à sa place. Je pense que ce travail-là doit être obligatoirement entrepris. Il y en a qui ont parlé aussi de la révision du procès de Karim Wade, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut tenir? Bon, écoutez, moi je ne voudrais pas vraiment aller trop loin sur une question judiciaire qui concerne des personnes qui ont des avocats. Je ne voudrais pas, moi, dire des choses qui pourraient les gêner. Le comité des droits de l'homme de l'ONU avait fait également une sortie pour décrier ce procès. Oui, ça, sur ce plan, les organes de l'homme ont été très clairs. Avant même les Nations Unies, avant les autres instances internationales. Est-ce qu'aujourd'hui c'est envisageable? Mais ça pourrait être, pourquoi pas? Pourquoi pas? À partir du moment si on se rend compte que la loi n'était pas bonne, que la juridiction n'était pas respectueuse des normes internationales ratifiées par le Sénégal. Mais pourquoi ne pas prendre son courage à deux mains et essayer de refaire les choses, de corriger les choses? Autre chose, c'est la grève du Sudjust, une grève qui se répète de plus en plus. Que vous inspire aujourd'hui ce bras de fer entre la tutelle et les greffiers? Bon, alors ce qu'il faut savoir,
c'est que j'ai pris quelques notes sur cette question, je ne sais pas où sont mes notes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Sud-Gis avait 3 points de revendication. Je pense que d'abord, il réclamait la mise en œuvre du protocole de 2018, qui leur allouait des primes à eux de travers de la justice. Ils ont reçu ces primes-là, je crois, pour 2 mois. Et depuis, ça s'est arrêté. Il n'y avait plus rien. Deuxième chose qu'ils réclament, c'est concerne l'alimentation du fonds commun des greffes et des parquets. Il est prévu d'augmenter le coût de certains actes de justice. Par exemple, si vous devez lever un jugement, la page c'était à 600, on a prévu de passer la page à 1000 francs. Et un certain nombre d'autres frais aussi qui vont augmenter de justice. Et tout ça va aller alimenter le fonds commun des greffes et parquets. Mais il y a un autre point qui fâche par rapport à ça. On a décidé aussi que les consignations et les amendes vont être reversées dans le fonds commun des greffes et des parquets. Alors que jusque-là, ces sommes-là étaient des sommes qui bénéficiaient, d'après ce qu'on m'a dit, aux magistrats. Les gens veulent maintenant que ces sommes n'aillent pas vers les magistrats, mais aillent vers le fonds commun. Donc finalement, toutes les revendications sont pécuniaires. Alors, donc il y a ça. Évidemment, ça pose problème. Il y a un décret il y avait des négociations, il y avait un décret qui avait été préparé et tout, mais il n'est pas encore publié. Donc ça ne peut pas s'appliquer. Et le troisième point concerne le reclassement dans les nouvelles hiérarchies des travailleurs de justice. C'est-à-dire qu'avant, pour être greffier, il fallait bac. Après, on fait une formation de 2 ans. Aujourd'hui, il faut avoir la licence. Donc, quand vous intégrez l'administration à partir de la licence, je pense que vous êtes à 2, des choses comme ça, la hiérarchie. D'accord. Donc, ce qui risque d'arriver, vous risquez d'avoir un corps dans lequel il y a vraiment 2 types de hiérarchie. C'est un dysfonctionnement, il faut harmoniser. Maintenant, pour harmoniser, il est envisagé de faire subir une formation à tous ceux qui ont intégré à partir du bac. Le ministre... Et le problème qui se pose maintenant, le ministre dit qu'il n'y a pas de salle disponible au CFJ pour cette formation. Eux, ils proposent que la formation se fasse à distance. Bon, apparemment, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils n'ont pas de réponse. Les revendications, selon vous, sont légitimes ou pas? Évidemment, les revendications sont légitimes. Parce que quelqu'un m'a dit, écoutez, moi, j'étais instituteur. Ou j'étais enseignant, je ne sais pas, instituteur ou professeur. Il m'a dit, quand j'étais dans ce corps-là, j'avais par exemple une indemnité de logement. Je quitte alors ce corps, je fais greffier. En tant que greffier, je n'ai plus d'indemnité. Il n'y a pas une incidence. Voilà, j'ai plus d'indemnité de logement. Et après 5 ans, je plafonne à 350 000, 400 000. Donc j'ai même du mal, moi. Maître Kane, quel est aujourd'hui l'enjeu de voir de telles revendications dans un secteur aussi stratégique, névralgique même, comme la justice? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la justice aussi, c'est une activité qui génère beaucoup de ressources. Parce que pratiquement, beaucoup d'actes judiciaires sont payants. Quand vous faites une plainte, citation directe, vous payez une consignation. Quand vous succombez, vous payez une amende. Bon, quand vous voulez divorcer, le jugement amende. Succession, excusez-moi, j'allais dire, excusez-moi. Donc, quand vous avez un jugement à lever, vous payez quelque chose, des droits de greffe. Bon, pratiquement rien n'est gratuit là-bas. Donc, ça fait des sommes énormes. Sans compter les nantissements, où c'est en termes de pourcentage. De nantir un bien qui coûte, supposons, 1 milliard, garantir quoi. Oui, ça veut dire quoi finalement? Par exemple, il y a beaucoup d'argent. Ça veut dire que ça génère beaucoup d'argent. Oui. Donc, à partir du moment où ça génère beaucoup d'argent, donc il est légitime que les personnes qui font le travail qui permet de générer cet argent puissent en bénéficier. N'est-ce pas? Bon, ces personnes, ce sont les greffiers. Bon, on vient de voir que sans eux, aucune activité le système est paralysé. Le système est paralysé. Et ces personnes, c'est les magistrats. Bon, maintenant, quelle est la bonne formule?
Moi, je pense qu'aujourd'hui... Est-ce que vous pensez qu'il y a une inéquité dans le traitement? Bon, on ne peut pas... Je ne sais pas de quelle inéquité vous parlez. Si vous voulez parler d'inéquité entre greffier et magistrat. Mais non, mais ce n'est pas possible parce que le magistrat, c'est quelqu'un qui a la maîtrise, qui fait une formation donc, de 2 années, etc. C'est pas pareil. Le greffier ne fait pas... c'est pas la même formation. Le greffier, on vous a dit que c'est à partir de la licence, avant c'est à partir du bac. Donc quelqu'un qui a la maîtrise, qui fait un concours très pointu, qui fait après 2 ans de formation, et un autre qui fait à partir du bac, on ne peut pas les aligner. Et ils font pas ils font une partie du travail ensemble, mais il y a une autre partie que le magistrat fait, qui est plus compliquée. Mais l'un dans l'autre, il faut être juste. Chacun d'eux doit pouvoir bénéficier des avantages matériels et financiers qui lui permettent de faire correctement son travail. D'accord. Et aujourd'hui, pour terminer sur ce point, je pense que l'une des voies de sortie serait quand même au moins le paiement des primes. À partir du moment où l'État a eu à les payer, au moins pendant 2 mois, je pense qu'ils doivent continuer à les payer. Maintenant, les autres questions, on peut, si vous voulez, peut-être continuer la discussion, voir, etc. Mais puisqu'ils avaient commencé à exécuter, ils ne doivent pas s'arrêter, ils doivent continuer. Ils ne peuvent pas invoquer la crise économique résultant de la pandémie du Covid. Qu'est-ce que la grève nous coûte finalement? Parce qu'il faut, à un moment donné aussi, il faut que ça cesse. Mais c'est ça. Pour faire cesser la grève, il faudrait que sur les 3 points, au moins qu'il y ait un point qui soit satisfait. Mais s'il faut en grève pendant 5 semaines, avec 0 point satisfait, comment voulez-vous que les grévistes s'arrêtent? Il faudrait quand même au moins mettre quelque chose vraiment... Ou envisager la forme du combat. Voilà. Envisager la forme du combat. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Parallèlement, le ministère de l'Intérieur a pu trouver une solution pour ce qui est du dossier Linguelaire. Une solution provisoire, certes, mais aujourd'hui, elle est appréciable. Les paysans sont retournés sur leurs terres pour pouvoir l'exploiter. C'est aujourd'hui ce qu'il faut pour une sortie de crise ou vous préconisez autre chose? Mais Madame Touré, vous êtes en train de mettre à mal le ministre de l'Intérieur. Lui-même, il dit que c'est le président de la République. Et vous, si votre parole, vous dites que c'est lui qui a trouvé la solution. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé. Il dit que c'est le président qui a... Le ministre de l'Intérieur qui est nommé par le président de la République. Bon, on va pas débattre sur ça. On s'entend. Mais j'ai écouté le ministre ce qu'il a dit. Bon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, comme vous l'avez dit, c'est que c'est une solution politique. Ce n'est pas une solution qui résulte d'un décret ou d'une loi. Elle résulte d'une décision prise par les plus hautes autorités de l'État, qui ont dit, vous, Sedima, bien que vous êtes les affectataires de ces terres, nous vous demandons de laisser les paysans cultiver sur les terres où ils avaient l'habitude de le faire, au moins pour cette saison. Après, on va continuer les négociations, voir s'il faut y avoir une solution définitive. Alors, moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est qu'il faut que les gens sachent une chose. Ça est tout le sol au Sénégal est divisé en 3 parties. Vous avez une petite partie qui fait partie du domaine des particuliers. C'est là où il y a les titres fonciers. Vous avez une partie qui appartient au domaine de l'État. Oui. Et vous avez la plus grande partie qui appartient au domaine national. Alors ce domaine national lui-même, il est subdivisé en 4 parties. Vous avez ce qu'on appelle les zones des terroirs, les zones pionnières, les zones classées et les zones urbaines. Et là où il y a le plus de difficultés, c'est dans les zones des terroirs et les zones urbaines à vocation non agricole. Et un peu dans les zones également pionnières. Parce que ce sont des zones où l'État a la possibilité d'immatriculer ces terres, donc de requérir l'immatriculation de ces terres et de les incorporer dans son domaine privé. Et sur cette base, d'accorder des baux, des contrats de location, si vous voulez, à des particuliers. Alors, le domaine national, il est détenu par l'État, mais il était géré, quand c'est le domaine national
qui est dans le ressort des communes rurales, par les communes rurales, dans le ressort des territoires des communes urbaines, par les communes urbaines. Mais on a comme l'impression que l'État est en train de reprendre cette gestion lui-même en multipliant les actes d'immatriculation. Et c'est ça qui crée les problèmes. Alors que pour immatriculer certaines terres, il faut une condition, c'est qu'il faut que ça soit pour une raison, pour des opérations d'utilité publique. Alors ce qui se passe aujourd'hui, des fois on immatricule une terre qui est chez vous, on attribue à quelqu'un et puis vous voyez quelqu'un débarquer sans être au courant. Alors qu'il y a une commission d'attribution des terres qui est là, mais qui n'est strictement au courant. Merci. Ça pose des problèmes. Merci beaucoup, Maître Amadou Ali Kane, militant des droits de l'homme. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous demain à la même heure. Passez